Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. L'info du vrai l'événement est donc ce soir intitulée SOS prof en danger. Nous revenons évidemment sur l'agression dont a été victime cette professeure que son élève a menacée avec un pistolet factice en classe, le tout filmé par un autre élève. Réponse du ministre ce matin, nous allons rétablir l'ordre. Il est grand temps, car cela fait 30 ans que ça dure. L'analyse de nos invités dans quelques instants, mais tout de suite, bien entendu, nos reportages comme chaque soir. Il voulait être noté, présent. L'élève qui a menacé sa professeure avec un pistolet est mis en examen pour violence aggravée. Réaction ce matin du ministre de l'Éducation nationale. Nous allons rétablir l'ordre. Reportage, Laure Herpeux et Valentin Jeun. Ce matin, ce lycée de Créteil a retrouvé son calme. Aucun élève aux abords de l'établissement. Tous en vacances scolaires. Une pause bienvenue après la tempête médiatique qui a frappé le lycée jeudi dernier. Tournez la tête. En plein cours, un élève braque un revolver sur son enseignante. Tu mets présent. Mais t'es présent là, vous êtes absent. Tu mets présent, purée. Une menace pour être inscrit présent au cours. Le professeur semble impassible, comme figé. L'arme factice est un pistolet à billes prêté par un autre élève. Des images glaçantes qui font rire l'auteur de la vidéo. Tournez la tête. Diffusée sur les réseaux sociaux, la vidéo fait le tour du web et suscite l'indignation jusqu'au sommet de l'État. Menacer un professeur est inacceptable. Ce comportement qui relève d'un jeune homme mineur ne doit pas trouver sa place dans l'école. Ce sont des actes complètement inacceptables. C'est pourquoi d'ailleurs les mesures qui s'imposent ont été prises immédiatement. Nous avons porté plainte dès vendredi. Les deux élèves ont été mis en garde à vue. Les suites judiciaires sont prévues. Et puis par ailleurs, le processus menant aux sanctions disciplinaires a commencé pour qu'il puisse évidemment y avoir une sanction ferme. Le jeune homme d'à peine 16 ans a été mis en examen pour violence aggravée, notamment par l'usage d'une arme. L'adolescent, propriétaire du pistolet à billes, a été remis en liberté sans poursuite. L'enquête se concentre désormais sur un troisième élève, celui qui a filmé avec son téléphone portable. Une affaire surprenante pour ce syndicaliste qui enseigne dans cet établissement depuis plus de 25 ans. Nous n'avions jamais été confrontés à cette dimension-là, à la gravité d'un tel acte. C'est un acte qui reste heureusement isolé. J'entends parler de solutions répressives, etc. Si la solution sur le plan de la répression existait, je pense qu'elle aurait été mise en œuvre dans beaucoup de pays qui sont confrontés à une violence bien plus forte que celle que nous vivons ici. Donc la solution miracle, de mon sentiment, elle n'existe pas. Par contre, dans les solutions éducatives, je pense que c'est la proximité avec les élèves. C'est le contact, c'est la capacité à échanger avec eux, avec des personnels formés, avec des personnels présents dans les établissements. Plus il y a d'adultes, plus les élèves rencontrent d'adultes, plus il y a cette possibilité d'échange. Pour ce qu'il qualifie lui-même de mauvaise plaisanterie, le jeune homme risque 3 ans et demi de prison ferme. Un conseil de discipline doit également être organisé au retour des vacances scolaires. Je vous présente nos invités pour commenter cette actualité. Bernard Ravet, vous avez été principal de collège dans les quartiers nord de Marseille. Vous êtes aujourd'hui à la retraite. Votre livre, Principal de collège ou imam de la République, est paru aux éditions Kéro. Irène Chospé est-elle journaliste au quotidien L'Opinion. Vous y suivez notamment les questions économiques et sociétales. Michael Stora est lui psychologue et psychanalyste, spécialiste de nos ados. Vous collaborez avec la Maison des adolescents de Créteil. Votre livre, Et si les écrans nous soignaient, psychanalyse des jeux vidéo et autres plaisirs numériques, est paru lui aux éditions RS. Enfin, Jean-Rémy Girard est président du SNALC, le syndicat national des lycées et collèges. Vous êtes professeur de français dans un lycée d'Asnières, dans le département des Hauts-de-Seine. Lorsque le ministre de l'Éducation nationale parle en fait comme un ministre de la police d'une certaine façon et de l'Intérieur, nous allons rétablir l'ordre. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire, Bernard Ravet ? Moi, ça inspire comme commentaire. Dans mon ouvrage, j'ai tout un chapitre que je consacre où je dis, je doute de mon métier dans des collèges difficiles. Et je dis, est-ce que je suis
commissaire principal ou principal. C'est-à-dire que il y a un état de violence qui gangrène la maison. Cet état de violence, sur certains collèges, on s'y accommode. Ça devient quelque chose, on fait avec. Et je pense que le ministre a raison de rappeler que nous sommes une institution qui, j'allais dire, parlait à un moment de resanctuariser l'école. Je crois qu'il est important qu'on ait une position très ferme sur la notion du règlement, du respect. Et ça va un peu à contre-courant de plein de choses. Ça fait 30 ans que ça dure, je suis désolé, j'ai au moins 30 ans que ça dure. Et j'ai toujours entendu, en gros, les ministres nous dire à peu près la même chose. Je peux vous dire que votre maison, enfin votre ex-maison et votre maison à vous aujourd'hui, Jean-Rémy Girard, est à mon avis beaucoup plus impénétrable que celle de la défense ou même des policiers, en tout cas le fut. Et on a l'impression que c'est sous la force des coups de boutoir de la société, et en l'occurrence là des gamins, qu'aujourd'hui on arrive un petit peu à voir ce qui s'y passe vraiment. Vous en avez la perception ? Ah, on en a parfaitement la perception. En tant que représentant syndical au SNALC, je peux vous dire qu'on voit très très bien ce qui se passe. Et moi je trouve que c'est très important qu'on s'en rende compte au-delà de l'éducation nationale aujourd'hui, que des gens aient vu cette vidéo, que des gens lisent le hashtag pas de vague sur Twitter et voient ce que nos collègues racontent. Je précise à nos téléspectateurs qu'on va y consacrer le second reportage de cette émission et je vous laisse reprendre votre intervention. Voilà, par rapport à cela, on est bien d'accord que il y a des choses qui dépassent l'éducation nationale. L'éducation nationale ne va pas résoudre tous les problèmes sociaux, économiques, familiaux. Ce n'est pas possible, on ne peut pas faire ça. Maintenant, il y a des choses en interne qui doivent clairement changer. Alors moi j'entends le ministre, il faut rétablir l'ordre, moi j'aime qu'on le fasse. Et la première chose, c'est effectivement que tous les échelons hiérarchiques tiennent le même discours et que ce discours soit un discours de soutien envers les personnels et non un discours de jugement. Et ça concerne aussi bien les professeurs que les chefs d'établissement qui se retrouvent souvent pris entre deux feux. Je n'y mets aucune fausse naïveté. Comment peut-on rentrer dans un établissement scolaire avec une arme, fût-elle factice ? Mais c'est extrêmement facile. Vous imaginez de contrôler 1500 élèves de lycée le matin au portail, sachant que nous n'avons pas le droit de fouiller leurs affaires ? Comment vous voulez faire ? Bernard Ravet. Je partage. On a un système qui est construit sous la base de la confiance, de la bienveillance. On n'est pas en état de guerre. Et moi, quand j'entends que dans certains départements, on met des portiques à l'entrée des établissements scolaires, je me pose de grosses questions de société. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je crois qu'aujourd'hui, le problème de la violence... Vous n'êtes pas rentré dans ce métier pour être confronté à ce genre de choses, ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. C'est pas l'idée que vous vous faisiez de votre profession d'enseignant. Pas du tout. Et moi, quand j'ai vu les images de cette prof qui est braquée, je me dis, mais quel monde entre son choix de métier, son choix de travail et la réalité dans laquelle elle s'est trouvée. J'allais dire, elle n'est pas rentrée dans la police, elle est rentrée dans une institution qui transmet des savoirs et qui permet à épanouir des êtres. C'est comme ça que je définis la maison. Et à un moment donné, je me dis, mais cette pauvre femme, c'est cette victime. Et je dirais qu'elle est même doublement victime. Parce que elle a vécu. Moi, j'ai été... Ça vous est arrivé, vous, ce genre de choses ? Ça m'est arrivé, oui. J'ai deux agressions violentes, dont une qui a été classée en tentative d'homicide. J'ai mis 6 mois à En tentative d'homicide ? Oui. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé en quelques mots ? En quelques mots, j'ai une quarantaine de jeunes qui sont en train de jouer au foot dans la cour de mon collège un jeudi de l'Ascension. Je leur demande de partir. Ils partent et il y a une bande qui vient avec des pavés et qui caillasse mon bureau, qui caillasse les vitres de mon bureau. J'ai juste le temps de partir et il y a un pavé qui est juste à la place de mon écritoire. Donc les services de police décident qu'ils classent en tentative d'homicide. Oui. C'est très violent. Enfin, il y a un psychologue en face de nous. Quand on vous dit, moi je prenais ça comme une agression, etc. Et c'est très violent, ça fait très mal. Et moi je me mets dans la place de cette prof. Cette prof, c'est une victime. Et en plus, j'allais dire, le fait que ça passe sur les réseaux sociaux. Irène Jospé. Oui, alors après, il faut essayer Nous allons rétablir l'ordre. Oui, nous allons rétablir l'ordre. Moi, ce qui me gêne un peu, c'est qu'on a l'impression, quand il dit ça, que le désordre règne partout. C'est-à-dire qu'on passe le temps à s'écharper en cours de récréation, à tabasser les profs et tout ça. Or, quand on essaye de regarder les chiffres, alors je sais bien qu'ils sont forcément sous-estimés. La question, c'est de savoir de combien ils sont sous-estimés.
on est en gros à 6 000, je crois, entre 5 000 et 6 000 dossiers signalés par an, oui, dont les 2/3... dont beaucoup d'agressions sont le fait des parents d'élèves. Ça, c'est en primaire. Oui, je suis bien d'accord, mais je suis assez surpris que vous commenciez l'émission en nous expliquant « Oh, bon, finalement, tout va bien ». Non, je dis pas... Ça me paraît pas sérieux. Non, je ne dis pas que tout va bien, mais je dis que les agressions, c'est souvent des insultes, et ces agressions physiques, je pense qu'elles sont quand même assez rares. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire attention aux micro-violences. Ces micro-violences qui sont des insultes, qui sont du harcèlement, qui peuvent être des bousculades... Quand une prof est traitée de sale pute, j'appelle pas ça une micro-violence. Ah oui, moi non plus. C'est une violence tout court, hein, quand même. C'est une violence, mais je pense que, en fait, je sais pas, moi j'essaye de regarder les chiffres, je dis pas, il y en a beaucoup. Mais trop, la plupart ne remontent pas, en fait. On peut toujours dire, regardez les chiffres, la plupart ne remontent pas. On sait très bien qu'il y a un certain nombre de filtres. Oui, ça c'est le problème, ça ne remonte pas parce que quelquefois les professeurs n'osent pas le dire, je crois, parce que ça veut dire qu'ils ne sont pas compétents, qu'ils ne font pas preuve d'autorité. Tout à fait. Et les directeurs de l'établissement ne le font pas non plus parce que ça nuit à la réputation de l'établissement. Mais vous vous rendez compte que les deux éléments que vous venez de nous donner là sont dramatiques. C'est-à-dire, en gros, on n'a pas le droit de dire la vérité parce que si on dit la vérité, ça met en péril l'institution. Alors que l'école en France est obligatoire, gratuite, enfin en tout cas l'école publique. Excusez-moi, mais c'est totalement dingue comme situation. On ne rend pas compte de la réalité de ce qui se passe. Oui, c'est dingue. On ne rendait pas compte. Et je pense pas qu'un comité stratégique mis en place par M. Blanquer, moi je pense qu'il faut, enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais qu'il faut absolument rien laisser passer, porter plainte, que les directeurs d'établissement eux aussi portent plainte. On n'a pas besoin de faire un énième plan de lutte contre la violence scolaire. Il y en a eu, je pense, une dizaine en 20 ans. Et c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut vraiment ne plus rien laisser passer et signaler à la justice et sanctionner. Là où parfois on a l'impression de ne pas vivre dans le même monde, ça a été la réaction du jeune homme qui est filmé, qui a expliqué notamment aux policiers qu'il avait réagi sous le coup de la rigolade. Voilà. Et ça fait rire ses copains autour de lui dans la prise de vue qui a eu lieu. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire ? C'est compliqué parce que c'est vrai que d'un côté, il y a une dimension totalement dramatique et on sait à quel point, par exemple, l'hôpital psychiatrique de la Verrière, qui est donc destiné aux professeurs, est un des plus remplis de France. Donc il y a un mal-être des enseignants qui est terrible, qui est très compliqué à expliquer, puisqu'on observe depuis 20 ans aussi que beaucoup de parents, maintenant, ne jouent plus le jeu de l'autorité éducative. Du prof. Que les professeurs sont souvent des substituts parentaux pour beaucoup d'élèves. On sait que les élèves investissent affectivement énormément leur collège, leur lycée. Je me pose la question sur le fait que, d'après moi, ce garçon-là, je ne connais pas du tout son histoire, mais on peut s'interroger sur ce qu'il pense, sur les limites qu'il peut se fixer lui-même dans son rapport même à l'autorité. Donc ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, rigoler, on sait très bien, c'est une manière de relativiser finalement, d'une certaine manière, l'absence totale de limites. Il rit, celui qui le filme rit, et il y a un gamin qui vient faire des doigts d'honneur derrière la prof. Mais en fait, c'est d'une extrême violence. Oui, il n'y a pas de coup porté, mais sur le fond des choses, c'est d'une extrême violence. Parce que vous êtes comme confronté d'une certaine manière, quelque part, à ce qu'implique un professeur aussi dans sa symbolique parentale, moi je pense, qu'il y a cette dimension où il n'y a plus de limite. Et je crois que lorsqu'on voit un enfant qui va, ce qui m'arrive dans mon travail, taper ses propres parents ou autres, c'est rarement filmé, mais ça existe ce type de situation. Donc ça veut dire qu'à un moment, vous êtes confronté à un tabou ultime qui est d'une certaine manière terriblement inquiétant. Et en même temps, ce qui est fou, c'est que c'est filmé. Ça veut dire que celui qui commet l'acte va être dénoncé. Et moi qui ai travaillé pendant pas mal d'années dans des banlieues où il y avait beaucoup de voyous, on sait très bien que certains voyous, à un moment, font tout pour se faire arrêter. Je m'interroge à quel point est-ce que, en se faisant filmer, il allait, d'une certaine manière, trouver une limite, un moment, à un acte totalement fou. Comment vous avez vous percevez ce qu'on est en train de se dire, parce qu'en fait c'est hallucinant, et quand même la violence de ce qu'a vécu votre consoeur, d'autant plus que j'ai trouvé qu'il y avait eu des commentaires absolument invraisemblables en disant elle ne réagit pas, elle a un pistolet sur la tête. Heureusement qu'elle ne réagit pas. Heureusement qu'elle n'a pas réagi, bien sûr. Je vous laisse c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire dans ce cas-là. Et il faut effectivement avoir un sacré courage pour ne pas réagir, pour ne pas crier, pour ne pas s'énerver, et se dire, là, je suis dans une situation de danger immédiat. Enfin, elle ne le sait pas à ce moment-là que l'arme est un pistolet à billes, et puis même un pistolet à billes de près, dans l'œil. On est bien d'accord. Vous en ressortez mutilé. Donc, elle ne le sait pas, et effectivement, elle garde son calme,
elle veille non seulement sur sa sécurité à elle, mais sur la sécurité de la classe en même temps. Là. Mais qu'est-ce qui vous est demandé dans une situation, enfin si je peux dire, tout n'est pas figé à la virgule près, mais vous n'êtes pas le premier enseignant, j'entends dire aujourd'hui, au contraire, elle a parfaitement contrôlé la situation et elle a fait ce qu'on doit faire dans ces cas-là. C'est consigné dans un texte quelconque, ça? Non, c'est pas consigné dans un texte. C'est une pratique, on reste calme? J'allais dire malheureusement, en fait, c'est du bon sens, mais c'est nous ce qu'on va conseiller aux collègues. Et en fait, on essaye effectivement de reporter à après les conséquences de la situation. On va attendre, on va se poser, on va faire un rapport au calme, en posant bien objectivement les éléments. Et effectivement, on va porter plainte parce qu'il y a raison de porter plainte. Et c'est à ce moment-là qu'il faut que notre institution nous soutienne et qu'on ne se retrouve pas avec des supérieurs hiérarchiques qui vous disent « Non, évitez de porter plainte. Non, mais c'est pas si grave que ça. Oh, mais le brevet est à la fin de l'année. Là, on est mi-avril. On va pas faire un conseil de discipline. » Ce genre de choses-là. Et ces arguments que vous venez de nous dire, ils sont utilisés par les chefs d'établissement? Alors, ils ne sont pas utilisés par les chefs d'établissement en général. Par certains chefs d'établissement. Certains ont des visions pédagogiques très particulières et il y en a beaucoup qui, en fait, eux-mêmes subissent une pression hiérarchique. Alors, il y a une semaine à Saint-Denis, au lycée Paul-Éluard, ce sont les parents d'élèves qui ont organisé, eux, une journée morte. Ils ont ainsi refusé d'envoyer leurs enfants dans cet établissement régulièrement menacé par des bandes qui pénètrent dans son enceinte. Sur place, le reportage de François-Xavier Rigaud et Pierre Favnec. Journée morte au lycée Paul-Éluard en Seine-Saint-Denis. Merci de vous rapprocher. Les jeunes, allez, on se rapproche. Donc, comme vous pouvez le constater, le lycée est bien désert. Ce jour-là, les parents d'élèves ont refusé d'envoyer leurs enfants à l'école. Moi, je tiens à dire qu'on vient à l'école pas pour vivre dans un climat de violence, mais parce que pour moi, l'école, c'est, il y a la cité, et quand on passe la barrière de l'école, pour moi, on doit être en sécurité. Depuis la rentrée, ce lycée de 1600 élèves est la cible d'intrusions et d'actes de violence, des règlements de compte entre cités, en plein cœur du lycée. Et des élèves, ils ont fait intrusion au lycée et après ils ont lancé des pierres sur d'autres élèves du lycée et il y en a un qui a été touché. C'est le 9-3 quoi. C'est-à-dire c'est le zoo en gros. C'est la jungle. La jungle. C'est la jungle. Pourquoi c'est la jungle? Parce que les rivales entre les cités, tout ça. Une quarantaine de professeurs de ce lycée ont exercé leur droit de retrait. Des profs qui réclament le recrutement de surveillants supplémentaires. Actuellement, ils ne sont que 10 à temps plein. Un surveillant pour 150 élèves. C'est un lycée qui fonctionne bien, il y a beaucoup de réussite au bac, près de 90%. Et malheureusement, depuis quelques temps, c'est-à-dire 1 an et demi, la situation est pourrie par des histoires de bandes. Voilà, de bandes rivales qui viennent régler leurs comptes ici dans le lycée. Voilà. Effectivement, la Seine-Saint-Denis est en état d'abandon total de la part des pouvoirs publics. On dit que le lycée le mieux doté de la Seine-Saint-Denis a moins de moyens que le moins bien doté de Paris. Pas assez de surveillants et trop peu de policiers à la sortie de l'école, selon les parents d'élèves. Saint-Denis ne se résume pas à la gare et au centre-ville. Il y a une superficie qui est assez large. Ce qu'on voudrait, c'est que vous courez après les vendeurs à la sauvette, c'est une chose, hein, c'est vos instructions. Par d'autres, là, on parle de sécurité de personnes. C'est quand même des enfants surtout. Des enfants qui vont faire l'avenir de Saint-Denis. Ce matin-là, pour protester, seuls 30% des élèves se sont rendus en cours. Stéphane Peu, député de la Seine-Saint-Denis. D'année en année, il y a moins d'adultes dans les établissements scolaires. Je ne parle pas seulement des profs qui viennent enseigner et qui sont dans les classes, mais je parle de la communauté adulte, dans sa diversité, les médecins scolaires, les surveillants, les assistantes sociales. Alors comment voulez-vous que quand vous avez des centaines et des centaines de jeunes et d'adolescents dans un établissement scolaire et que vous ayez de moins en moins d'adultes, qu'à un moment donné, les choses ne dérapent pas? Plusieurs mesures ont déjà été prises pour ce lycée. Rehaussement des grilles et installation de nouvelles caméras de vidéosurveillance. Pas suffisant pour ces mamans qui redoutent le pire pour leurs enfants. Il a vraiment trop peur.
pour nous, pour nos enfants. Parce qu'on ne sait pas du tout quoi faire. Les enfants de maintenant, les enfants d'avant, c'est pas comme ça. Avant, c'est pas la même que maintenant. Avant, avec le coup, il réglait son compte. Mais maintenant, avec le couteau ou avec les armes. Mais d'où ils trouvaient toutes les armes? D'où ils trouvent? Ils trouvaient où? C'est ça qui m'inquiète. Je ne sais pas d'où ils trouvent un enfant de 16 ans qui a des armes. On demande où ils trouvent. Et j'ai envie de dire aujourd'hui, pour répondre au ministre de l'Intérieur, qu'il ne suffit pas de hisser les drapeaux de la République dans les quartiers. Ce qu'on veut, c'est des moyens. On a une multitude de jeunes, une partie de notre jeunesse qui est laissée à l'abandon, qui ne se reconnaît plus dans nos lois, dans ces valeurs de la République, parce qu'elle y est exclue. Et c'est un véritable plan pour la jeunesse qu'on veut qu'il soit mis en place dans nos quartiers, pour que cette jeunesse, elle ait un autre refuge que celui de la violence. Faute de moyens, entre le CP et la terminale, un enfant de Seine-Saint-Denis perd l'équivalent d'une année scolaire à cause de professeurs absents qui ne sont pas remplacés. Des parents qui empêchent leurs enfants d'aller à l'école parce qu'ils sont inquiets de ce qu'ils peuvent y trouver. Voilà, on avait rarement vu ça et pourtant des manifestations de ce type, il y en a déjà eu et il y en aura probablement de plus en plus. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aux parents ce soir? Alors, on comprend parfaitement cette situation-là. C'est une situation terrible. Il y a des endroits, on sait, qui concentrent toutes les difficultés, comme la Seine-Saint-Denis, très clairement. Ce que l'on constate aujourd'hui, c'est qu'en fait, les agressions, etc., se passent dans les 4/5e des établissements, collèges et lycées. Donc il y en a qui les concentrent plus, les lycées professionnels, par exemple aussi, où on a beaucoup plus d'élèves. Il y a des règlements de compte entre bandes à l'intérieur du lycée. C'est-à-dire que, en fait, la violence de la cité est totalement rentrée dans le périmètre scolaire. Quand j'étais à mon année de stage à Enghien-les-Bains, on faisait passer des oraux de français. Il y a eu une descente de jeunes dans l'établissement. On a fermé nos portes à clé. Et la première collègue qui était en train de faire passer, elle a dû dialoguer avec ceux qui étaient rentrés dans sa salle alors qu'elle faisait passer un oral blanc pour éviter qu'il lui casse la gueule. Et on a un adulte de l'établissement qui s'est pris un coup de poing dans la figure. Voilà, ça c'était il y a 11 ans. Ce sont des choses qui se produisent et qui se produisent dans beaucoup d'endroits. Et c'est terrifiant. Et c'est ce que je disais, c'est qu'il y a les problèmes de l'extérieur qui arrivent dans l'école. Nous, on n'arrive pas à les régler. Il y a 3 choses à faire à notre sens. Nous, ce qu'on propose au SNALC, il y a 3 choses. Il y a la question de l'encadrement adulte. Il y a la question, effectivement, ça c'est très clair. On manque d'adultes dans nos établissements scolaires. Il faut des surveillants. Et il faut des surveillants, il faut une formation de ces surveillants. Ça c'est essentiel. Ça va vous choquer, mais il y a 1 million d'employés. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quand on regarde les chiffres de l'extérieur, on se dit mais c'est faramineux cette maison. Mais on a énormément. C'est le plus gros employeur de France. On a énormément d'enfants. Et ça ne suffit pas. Mais ça ne suffit pas. Nous on est dans des classes à 35, on est dans des classes à 35. Bien entendu. On a effectivement des surveillants, les assistantes sociales, les psychologues qui sont des personnels qui ont des compétences permettant de prévenir un certain nombre de problèmes. Mais ils sont présents une journée dans l'établissement. Donc ça, c'est une première chose qui est essentielle. Il y a une deuxième chose qui est effectivement que fait-on des élèves quand on les a exclus? Alors déjà, il faut les tenir, les conseils de discipline. C'est pas malheureusement toujours le cas, mais quand il est tenu, que l'élève est exclu, si c'est pour le refiler à l'établissement d'à côté, c'est pas une solution. C'est pas du tout une solution. On a besoin de structures spécifiques, éducatives pour ces enfants qui posent problème et qui doivent avoir un encadrement plus important. Troisième point. Entendu. Troisième point, ce que je disais, on a absolument besoin que le discours à l'intérieur de la grande maison éducation nationale change. Et ça doit être fait à tous les endroits. C'est-à-dire que, par exemple, on ne déconseille pas à quelqu'un qui a été agressé de porter plainte à l'intérieur même de son propre système. Donc ça continue. C'est-à-dire le fait qu'on dise, écoutez, c'est pas la peine, c'est pas bon pour la réputation, de notre établissement, 2 pour la réputation de votre classe, en gros. Bien sûr, et donc de votre cours. Mais une fois encore, parce que le chef d'établissement, et il a bien raison de faire gaffe à la réputation de son établissement, on a la concurrence scolaire, etc. On comprend bien, mais lui-même est soumis à des contraintes, à des choses contradictoires, il a un mal fou à s'en sortir dans beaucoup de cas. C'est sûr qu'il faut que ça change. Bon, le hashtag, on en parlera tout à l'heure, mais je trouve que pour Jean-Michel Blanquer, c'est la première vague, je pense, de mécontentement qui parvient
jusqu'au ministre modèle, parce qu'on le voit là, il a une réaction un peu de type Sarkozy, c'est-à-dire un fait divers, un plan. Parce que là, il annonce son comité stratégique, son plan, tout ça n'est pas très préparé. Et c'est pas facile, tout ce que vous dites, c'est vrai. Il a été recteur de Créteil, à mon avis, ces questions, il les connaît depuis un petit bout de temps et sur le bout des doigts, non? Oui, mais enfin, le plan, il sort comme ça, enfin, il fait un comité stratégique, on le voyait ce matin sur une radio, il essayait d'expliquer, non, c'est pas du tout lié aux faits divers, c'était préparé de longue date, mais je ne le crois pas, on va voir ce qui va sortir comme mesure, mais c'est vrai qu'il y a besoin de plus de gens, mais il y a aussi un problème de moyens. Moi, je pense aussi qu'il faudra un jour changer la gouvernance de l'éducation nationale. Sans ça, on n'y arrivera pas. C'est-à-dire aujourd'hui, franchement, c'est une machine qui est administrative. Il y a beaucoup de monde. Je pense que ça va pas. Toutes les décisions viennent d'en haut et ne s'appliquent pas forcément à des cas comme ça ou à des cas particuliers. Donc je pense qu'il serait temps de donner plus d'autonomie aux établissements, aux chefs d'établissement, les payer mieux, enfin changer complètement la gouvernance du système, parce que sinon on n'y arrivera pas. Bernard Ravet. Alors moi, pour avoir géré des collèges où c'était une pratique de l'agression assez régulière des profs, je le dis dans mon bouquin, on avait un coupe-fil avec la police. C'est-à-dire qu'un prof qui était agressé, on envoyait un fax et il n'attendait pas avec les délinquants du quartier dans le commissariat de police. Moi j'avais une devise, c'est « touche pas à mes profs ». Je pense qu'à un moment, cette devise, quand on est dans des collèges très difficiles, elle fonctionne. Quand on est dans des collèges plus mélangés, c'est plus compliqué. J'irais. Alors, quant à Jean-Michel Blanquer, je pense qu'il a fait son hashtag sur la laïcité en mettant son mail où les profs signalent directement au ministère les difficultés en laïcité. Oui. Et ça, moi, je pense que c'est une nouvelle forme de gouvernance. C'est effectivement, ça squeeze les chefs d'établissement, ça squeeze les recteurs. Mais l'omerta, il faut qu'elle arrête. Et je crois que quelque part, le hashtag dont on parle, c'est aussi la fin de l'omerta. Et je pense qu'il y a une vraie, un bahut, c'est une communauté éducative. C'est parce qu'ils ont peur que ça soit des profs, des surveillants ou même des chefs d'établissement, non? Ils ont peur pour la réputation, puis ils ont peur tout court. Faut peut-être dire les choses simplement là aussi. Je pense que là, on est dans une vraie. Moi, je le décris à un moment. J'ai des profs qui se font agresser. On est en 2004. Elles prennent des canettes de bière, des canettes de Coca-Cola, pas de bière, parce qu'elles viennent dans le quartier en jupe. Et elles se font traiter de pute et de salope. Pendant 5 semaines, je fais la sortie de mes profs avec la BAC. Mais moi, je me pose des questions. Je ne suis pas en pays d'occupation. Je pense qu'aujourd'hui, on a une vraie problématique de collège dans certaines, ou de lycée dans certains quartiers, où il n'y a pas de mixité sociale, où le quartier est un brûlot de violence, et que les fins de bagarre viennent se terminer dans la cour de récréation. Ça ne m'étonne pas. Moi, le questionnement, c'est le questionnement politique. C'est-à-dire des quartiers qu'on a laissés à l'abandon, la disparition des services de suivi de la jeunesse, parce qu'aujourd'hui, on va aller porter plainte, le prof va aller porter plainte, mais que va faire le juge? Ça aussi, il faut aller jusqu'au bout. Quand vous arrivez au dépôt de plainte, ce qui est déjà pas mal, et vous avez vu aussi le syndicaliste qui est interviewé, qui n'est pas forcément très chaud pour aller porter plainte, parce que, j'allais dire, l'institution peut porter plainte, mais je crois aussi qu'il y a une culture intérieure de la maison qui doit être ne pas avoir peur de dire qu'on est les représentants de l'État. Alors vous y avez fait allusion les uns les autres, le ras-le-bol des enseignants. Ils s'expriment librement sur le hashtag pas de vague. Autrement dit, les insultes, les menaces, les crachats, mais aussi les violences et le climat d'intimidation y sont décrits par le menu. Réponse du ministre, le pas de vague n'est pas ma philosophie. Jérémy Normand et Manon Descoubès. C'était il y a déjà 4 ans. Une matinée de février comme les autres pour cette professeure qui enseigne en lycée professionnel à Versailles. Je commence mon cours comme d'habitude, donc ils se sont installés. C'est un petit effectif, donc les choses se passent plutôt bien. Et d'un coup, ce jeune homme dit à haute voix, je vais venir avec une kalachnikov et je vais tuer tous les mécréants. J'ai été poussée d'abord par la colère, donc il m'a fait me lever, m'approcher de lui et vraiment l'interpeller personnellement en disant nous n'avons pas le droit de respirer, jeune homme. Donc là il s'est repris en disant ah, je n'ai pas dit ça madame. Bon. Et j'ai pas insisté. Et j'ai repris le cours, sauf que ce genre d'incident s'est reproduit à plusieurs reprises. Depuis 11 ans qu'elle enseigne, Valérie Lambert le jeune n'avait jamais été confrontée à une telle violence verbale.
Elle alerte aussitôt sa direction, mais se heurte à un mur du silence. Pas de vague. Pas de vague. On a des statistiques, donc pas de vague. Et puis il ne faut pas ternir l'image de l'établissement aussi. Souvent, c'est l'argumentaire qu'on vous donne. Bah écoutez, faites pas trop ressortir les choses, n'exagérez pas. 2 mois de bataille plus tard, elle obtient enfin gain de cause. L'élève est exclu. Mais pour cette enseignante, il est trop tard. La confiance avec sa hiérarchie est rompue. Moi aussi, je mets les choses sous le tapis, monsieur. Sinon, je me lève pas le matin et je rentre pas dans une salle de cours. J'évite. Jusqu'à présent, j'ai réussi, mais je n'ai aucune assurance, et je l'ai de moins en moins, de réussir à le faire. À ne pas avoir mal au ventre en rentrant dans une salle de cours. Pas de vague. Depuis vendredi, le coup de gueule des professeurs éclabousse les réseaux sociaux. Sur Twitter, des milliers de témoignages d'enseignants qui dénoncent non seulement les comportements de certains élèves, mais surtout l'omerta instaurée par l'administration. Quand il y avait insultes ou menaces, les réponses étaient cultissimes. Vous avez sûrement mal entendu. Ce sont de gentils gamins. J'ai remballé et quitté l'éducation nationale. Un jour, un élève de 3e me pète les clignotants arrière de ma moto. Le chef d'établissement me demande de ne pas porter plainte et le collège remboursera la réparation. Ma collègue, insultée de sale pute par un élève et qui demande une sanction auprès du principal, réponse de ce dernier, « Oh, vous êtes susceptible aussi ». Ça s'arrête pas, là, oui. Il y en a toutes les minutes. Hein. Toutes les minutes. Toutes les minutes, vous avez des messages, pas de vague, pas de vague. Les professeurs sont en vacances, donc là, ils ont besoin de lâcher un peu la pression. Et effectivement, c'est arrivé pile au moment où le ministre a dit que, bien sûr, l'institution serait toujours derrière nous. Et évidemment, ça nous fait doucement rigoler. Ce professeur de français compte parmi les premiers à être monté au créneau sur la toile. C'est un peu le principe de MeToo, quoi. C'est MeToo, mais pour les professeurs. Voilà, on peut enfin dire les choses. Et il y a 20 ans, on n'aurait pas pu faire ça. C'était pas possible. C'est vraiment un hashtag qui m'a un peu pris au trip parce que effectivement, ça a réveillé des choses en moi violentes. Moi, je fais partie des gens qui croient en l'école. Et justement, ce relativisme permanent, cette négation, ce déni de nos difficultés, c'est quelque chose dont on crève. Et là, justement, nous, on a envie de crever la bulle, quoi. On a envie que les gens comprennent. On a envie de le dire, on a envie que l'école change, parce qu'on y croit, hein, il n'y a pas de problème. Moi, j'y crois toujours à l'école, hein, mais il va falloir qu'il y ait des choses qui changent. Un cri d'alerte lancé aujourd'hui au ministre de l'Éducation nationale. Depuis jeudi, déjà plus de 20 000 tweets ont été publiés. C'est extraordinaire parce qu'on a l'impression que l'ouverture du hashtag est une sorte de libération pour beaucoup de nos profs. Oui, je crois que ce qu'il a évoqué, la question du déni, c'est la pire des choses. Et c'est évident que ce qu'on découvre petit à petit, c'est à quel point, depuis 20 ans, semble-t-il, mais peut-être même avant, les profs se sont tus, n'ont pas été soutenus. Et je pense que c'est d'une violence inouïe. Et travaillant un petit peu aussi avec des élèves ou des profs, j'ai pu voir la souffrance évidente. Et j'ai eu moi-même d'ailleurs une de mes patientes qui était professeure dans le 93 et qui a elle-même subi la même chose avec une arme factice. Et lorsqu'elle est partie, semble-t-il, le proviseur, par ironie, lui a offert une arme factice. Donc c'était vraiment une sorte de... C'était terrible ce qu'elle a vécu et j'ai envie de dire, bon, c'est une anecdote, mais je crois qu'en effet, je m'interroge finalement aussi sur la psychologie de certains, évidemment, proviseurs. À quel point qu'est-ce que ça vient? Est-ce que c'est simplement une question de défendre les intérêts de leur collège ou de leur lycée? Je n'arrive pas vraiment à saisir ce fait de ne pas soutenir autant leurs professeurs. Moi, ce qui me frappe, c'est l'inversion des valeurs à laquelle on assiste. C'est-à-dire que, pardonnez-moi parce que je vais faire mon vieux schnock, mais je suis d'une génération qui respectait ses professeurs même quand on les contestait. Donc vous voyez ce que je veux dire. Et on savait très bien qui était le prof et qui étaient les élèves. Et dans ce qu'on a vu, avec cette scène où ce gamin pointe son pistolet sur la prof, on se rend compte que la parole du professeur n'est pas respectée, l'entité professorale n'est pas respectée et que le rapport à l'adulte est totalement inversé. C'est un rapport de puissance et de pouvoir de l'enfant sur l'adulte. Comment on remonte cette pente? Alors on la remonte pas uniquement dans l'éducation nationale. Là on est, comme je disais, sur des choses qui sont énormes, qui sont sociales, qui relèvent de la politique de la ville, qui relèvent effectivement de la justice, de l'intérieur. Nous, on arrive, j'ai presque envie de dire, à un moment en bout de chaîne, on est là en train de dire, on a ça qui nous arrive dans la figure, et on est là en train de dire, on va faire un petit cours d'enseignement moral et civique. Vous allez voir, on va vous apprendre la citoyenneté. Alors, il faut le faire.
c'est important d'expliquer les institutions, etc. Il y a un moment où on se dit, on est quand même un peu décalé par rapport aux situations et aux élèves qu'on a devant nous. Bien que je lui ai fait la remarque en début d'émission, lui disant, mais alors vous ne pouvez pas nous dire que tout va bien, il me semble raisonnable d'expliquer aussi qu'il y a beaucoup d'établissements en France où ce genre de choses aujourd'hui, voilà, n'existe pas, mais sur l'inversion des valeurs et en fait le fait qu'on a l'impression que c'est le gamin qui prend le pouvoir et que l'adulte n'est plus rien. Qu'est-ce que vous avez à dire, Bernard Ravet? Ben moi, je pense que ça dépasse largement le problème de l'école. C'est un problème sociétal. Moi, quand j'ai vu, alors je vais être très franc, je vais me faire des ennemis. Quand j'ai vu les images de cette prof braquée, et quand j'ai vu certaines images aussi filmées, le même processus, on provoque l'autorité, on filme, vous voyez ce à quoi je fais allusion, hein, la même semaine. C'est-à-dire que on est dans un système dans lequel la défiance de l'autorité devient quelque chose qui est banalisé, puisque des représentants de la République se permettent de le faire. Et, j'allais dire, quelque part, c'est le système médiatique, je ne veux pas vous accuser, hein, mais le système médiatique fait qu'un gamin, puisque certains se le permettent, pourquoi pas moi? Je crois que c'est un problème de valeur globale. Quand on fait des doigts d'honneur à côté du président de la République, c'est du même ordre? C'est exactement pareil. Je crois qu'aujourd'hui, on a vraiment un vrai, et je ne veux pas paraître pour un vieux réac, hein, mais on a à vraiment se poser la question, qu'est-ce qu'on transmet? Il faut resanctuariser l'école, il faut resanctuariser les institutions. Moi, je pense qu'à un moment donné, et tout à l'heure, vous posiez la question du chef d'état. Attendez-moi, là, on est bien en train de dire, finalement, le président de la République n'est pas notre copain, et mon professeur n'est pas mon copain. Bon. Et Michael Stora voulait intervenir. Oui, non, mais je trouve ça intéressant comme discussion parce que ce qu'on observe de plus en plus, c'est que les parents deviennent de plus en plus des copains. C'est peut-être là où se situe, puisque quand même la première éducation, représentation sociale que l'on a, c'est quand même nos parents. Ce sont eux qui instaurent des lois symboliques. Et c'est vrai qu'on observe depuis 30 ans une fragilité parentale. Les parents sont en plus épuisés de cette hyper-attention du bien-être de leurs enfants. Et c'est vrai qu'on voit d'ailleurs des histoires où de plus en plus de parents attaquent les professeurs, portent plainte, chose qui était inenvisageable à une certaine époque. C'est-à-dire que les parents, les profs étaient des relais. Ils s'attaquent eux-mêmes en attaquant des professeurs. Oui, ils sont dans une sorte d'injonction paradoxale puisque l'enfant lui-même ne sait plus à quelle autorité se vouer finalement. Et donc c'est là où on va retrouver finalement des sortes de conflits de loyauté complètement délirants. Irène Chospé. Jean-Michel Blanquer le dit dans son interview au Parisien, il faut responsabiliser les familles. Mais alors, c'est bien gentil ça. Voilà, mais alors comment on peut responsabiliser les familles? Vous disiez il faut envoyer ces jeunes particulièrement difficiles dans des établissements spécialisés, mais enfin il faut mineurs, donc ils sont mineurs, il faut l'autorisation des parents. Et si les parents ne veulent pas, comment fait-on? Alors est-ce qu'on en arrive toujours au même débat? On couple les allocations familiales, on coupe ceci, on coupe cela, on tape au portefeuille. Enfin, quelquefois, il faut se le demander. Regardez en Angleterre, vous savez, pour les enfants qui ratent les cours parce qu'il y a des congés scolaires, il faut, s'ils n'ont pas prévenu, ils commencent par prendre une amende qui n'est pas négligeable. Et ensuite, s'ils ne payent pas l'amende au bout de 2 fois, ils vont en prison. C'est un pays libéral, mais il y a un moment aussi où les parents doivent prendre leurs responsabilités. Et s'ils ne les prennent pas, malheureusement, on sait que taper au portefeuille, quelquefois, ça marche. On n'aurait jamais vu ces images si elles n'avaient pas été filmées avec un téléphone. Et alors, c'est un plaidoyer pro domo du ministre. Ce matin, il dit écoutez, faut étendre l'interdiction aussi au lycée, parce que tant qu'il sera possible de capter ces images, on se met dans une situation en permanente d'être exposé. Alors. Non, déjà, il faut quand même rappeler une chose. On n'a pas interdit le téléphone portable au collège, déjà. Donc, l'étendre au lycée, on ne peut pas étendre un truc qu'on n'a déjà pas fait au collège. On a fait un régime d'interdiction, sauf dans tous les endroits où c'est autorisé par le règlement intérieur. Voilà. Et dans le lycée, on fait ce qu'on veut. Donc, si on veut interdire le téléphone portable, c'est dommage. Il y avait une loi il n'y a pas longtemps, il suffisait d'écrire qu'on interdisait le téléphone portable. Deuxièmement... Vous pensez qu'on doit l'interdire en classe, une fois pour toutes? Alors, il faut interdire le téléphone portable, sauf si on a une utilisation pédagogique extrêmement précise, autorisée par l'enseignant. Voilà, point barre. Mais deuxièmement... Peu importe qu'on l'interdise, ça n'empêchera pas l'élève de le sortir pour filmer une scène. Parce que l'interdire, ça veut dire qu'il sera au fond de son sac, il peut le sortir de son sac. C'est certainement pas l'interdiction du téléphone portable qui va résoudre quoi que ce soit au fait que l'on filme des choses dans les cours. Oui, puis quand même, disons les choses. Certains qui agissent, qui sortent leur téléphone portable, c'est-à-dire que déjà ils sont dans une problématique d'échec scolaire, la plupart du temps. Et donc ça veut dire que où est le problème dans cette histoire à nouveau?
c'est quand même derrière, dans le 94 où j'exerce, le décrochage scolaire est impressionnant, c'est terrible. Et c'est vrai que ça repose la question du fait qu'à un moment, sans parler d'établissement, mais comment travailler cette question de l'échec scolaire, qui est quand même aussi à l'origine. Je me demande si le jeune qui a fait cet acte-là n'était pas déjà dans une position quasiment nihiliste, complètement délirante, et sûrement peut-être en échec scolaire. Donc c'est vrai que quand un élève sort son portable en classe, ça veut dire qu'il est déjà, totalement décroché. Merci infiniment les uns les autres d'avoir participé à cette émission. Rediffusion à 23h30 de l'info du vrai l'événement sur CNews. Et dans quelques instants, vous retrouvez Isabelle Moreau pour la troisième partie de notre émission, l'info du vrai le mag. Elle reçoit ce soir Mathieu Kassovitz pour le grand retour du Bureau des légendes, ce soir sur Canal+ à 21h. Merci les uns les autres. Restez avec nous.